On a dressé durant la première table ronde de ce matin le bilan de l'année écoulée. On va maintenant réfléchir à l'avenir, comment aller de l'avant, comment passer la vitesse supérieure pour rehausser encore l'attractivité de la France. C'est donc le thème de la deuxième table ronde. C'est Gilles Thiebaud, qui est donc SVP et Managing Director d'HPE Northern Western Europe, qui va introduire et présider cette séquence. Et j'appelle tout de suite les panélistes. En premier, Sophie Peder, de The Economist, qui va animer cette séquence. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite tous à lire la formidable interview du président qui a été publiée il y a quelques jours dans The Economist. J'appelle également Benjamin Binot, vice-président et directeur général de Procter & Gamble France et Benelux, Pierre-Claude Fumolo, président d'ABBV France, François Rispe, directeur général pour l'Europe du Sud de Prologis, et Tine Vandenbriden, directrice générale adjointe en charge des opérations de SAP en France. Gilles, tu as la parole. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. L'année qui s'achève aura donc été, en tout cas telle est une des conclusions que l'on peut tirer de la première table ronde, une année singulière, où notre pays en matière d'attractivité aura été un peu à la croisée des chemins. Dans tous ces états par lesquels la France est passée, il y a depuis quelques semaines de nouvelles craintes qui se manifestent, suscitées par un climat social tendu, comme nous l'ont encore rappelé les débordements de ce week-end. Loin de moi l'idée de minimiser l'impact, notamment sur notre image à l'étranger, de mouvements de contestation que nous avons connus ou de ceux que nous allons connaître. Catherine et Hervé, dans la table ronde précédente, l'ont bien rappelé. Ces mouvements rappellent qu'il est important d'être à l'écoute et d'être inclusif. Mais ce qui est décisif en matière d'attractivité, c'est de ne pas sombrer dans l'inaction. Il faut au contraire continuer le travail et garder le cap des réformes malgré la résistance au changement. La volonté affichée par le gouvernement à l'issue du grand débat, une volonté encore récemment affichée dans la presse, de poursuivre la réforme est encourageante. Les premiers résultats sont d'ailleurs positifs. La croissance économique est au-dessus de la moyenne de la zone euro, ce n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. Les entreprises créent à nouveau des emplois et l'attractivité de la France, comme nous l'avons vu, est très forte. Tel va être l'objet des débats de notre table ronde, où nous allons, alors que nous sommes à mi-mandat, au mi-temps de la législature, identifier à la fois les méthodes et les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour transformer l'essai. Car en la matière, rien n'est définitivement acquis, comme l'a bien mis en évidence Pascal Soriot ce matin. Il n'existe pas de rente de situation, ne pas bouger, c'est reculer. J'aimerais à cet égard vous faire part de 3 pistes de réflexion. La première est celle de la transformation numérique. Nous entrons dans l'ère de la donnée, dans l'ère du data, où tout sera hyper connecté. Et je suis convaincu que le succès d'un pays et son attractivité passeront par la maturité numérique de ses entreprises et de ses institutions. Et dans ce domaine, il faut encore faire des efforts, car la France n'est qu'à la 15e position au sein de l'Union européenne selon le baromètre DESI, qui mesure la pénétration du numérique au sein de la société et de l'économie. C'est un grand enjeu économique et sociétal pour le pays. Une deuxième piste est la transition vers une économie décarbonée. Il s'agit bien sûr de répondre à l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Dans ce contexte, le développement durable est un sujet qui déterminera non seulement les investissements des actionnaires au sein des entreprises, ils commencent déjà à le faire, mais qui impactera l'attractivité des pays tels que le nôtre. Par ailleurs, l'attractivité de la France va de pair avec l'attractivité de l'Europe. La France a besoin d'une Europe forte, leader en matière de technologie et d'innovation. Je me réjouis à ce sujet de la nomination de Thierry Breton au poste de commissaire européen en charge du marché unique, de l'industrie, du numérique, de la défense et de l'espace. Les pistes sont nombreuses. Comment passer à l'échelle et passer à la vitesse supérieure? Comment accélérer? Dans quel domaine faut-il intensifier une politique proactive? Telles sont les questions que nous allons nous poser lors de cette table ronde, avec pour seule ambition, nous qui sommes les avocats de notre pays auprès de nos quartiers généraux, tels que le rappelle souvent Denis, d'être encore plus performants dans nos compétitions intra-groupes pour orienter ici, en France, des investissements créateurs de richesses et d'emplois qui sont la première des conditions à cette prospérité
à laquelle nos concitoyens aspirent. Je vous remercie. Excellente introduction. On va passer tout de suite à la table ronde. Il ne reste pas beaucoup de temps avant l'arrivée du ministre, donc je vais vous demander de me donner des réponses assez courtes pour pouvoir traiter tous les sujets. Alors, on va commencer avec la question suivante. Caron regarde l'avenir et dans un monde idéal, quelles devraient être les mesures que le gouvernement pourrait prendre pour renforcer l'attractivité de la France? On va commencer, je vais poser la question à François. Oui, bonjour. Tout d'abord, moi je voudrais saluer les réformes qui ont été engagées par le gouvernement. Déjà le maintien du CICE, les réformes en matière fiscale, la trajectoire fiscale est bonne. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche aux mesures d'assouplissement du droit du travail, je pense que c'est un bon début. Néanmoins, il ne faut pas faire preuve de complaisance et il y a encore beaucoup à faire. Et donc, moi, je voudrais en fait mettre l'accent sur cinq points, et 5 réformes ou 5, en tout cas, sujets qu'il faudrait aborder. Il faudrait les aborder rapidement. Le premier, je n'ai pas trop m'y étendre, mais ça concerne le financement des entreprises. Je pense qu'une économie attractive, c'est une économie qui finance bien ses entreprises. Et là, je parle surtout du financement des startups pour les faire passer au rang de licorne, du financement des PME pour les faire passer au rang de TI. Je pense que la façon dont l'économie française aujourd'hui est financée ne privilégie pas suffisamment le financement de l'investissement productif. C'est un peu structurel chez nous depuis trop longtemps, plus de 30 ou 40 ans. Et je pense qu'il est temps de changer ça. La deuxième, à mon avis, mesure qui me paraît absolument importante, c'est de rendre le facteur travail beaucoup plus attractif, beaucoup plus compétitif. Et en France, on est quand même, et tout le monde le sait, on a un coût du travail qui est quand même assez élevé. Aujourd'hui, quand on prend les cotisations sociales, salariales et patronales, c'est 18% du PIB. 18% du PIB, c'est énorme. Vous baissez ces cotisations sociales et patronales à part égale, d'environ à peu près 20%. C'est 80 milliards que vous réinjectez dans l'économie française, 80 milliards qui vont sur les marges des entreprises, 80 milliards qui augmentent les capacités de financement des entreprises. Et je pense que pour moi, ça c'est absolument critique. Vous prenez l'Allemagne, le taux de cotisation patronale c'est 17%, le taux de cotisation patronale en France c'est 42 ou 43%. Et bien sûr, sanctuariser la trajectoire de l'IS, la baisse d'IS, je pense qu'il faut maintenir ça. La troisième mesure, c'est au niveau de la baisse des impôts de production. Donc les impôts de production, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer. Ça représente à peu près 3,4% du PIB en France. C'est à peu près le double de ce que nos voisins européens payent. Donc c'est énorme. Donc vous baissez ces impôts de production de 30%, vous avez 20 milliards encore qui sont dégagés. Et on peut les financer, il y a comment dirais-je, des moyens pour les financer de façon très efficace. La quatrième mesure, c'est autour de l'attraction et de la formation des talents. Et là, je ne vais pas parler des talents des jeunes diplômés étrangers. Il ne s'agit pas d'attirer ce type de profil. D'ailleurs, on les a déjà un peu attirés, et puis tant mieux s'ils viennent, hein, on ne va pas s'en plaindre, au contraire. Mais moi, je pense plutôt aux talents qui sont dans ce pays. Et il y a à peu près 2 millions en France de jeunes entre 16 et 25 ans qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en apprentissage. Si on arrive à remettre ces jeunes sur, comment dirais-je, l'économie au sein des entreprises, au sein des mouvements associatifs également, si on arrive à les reformer, à les réattirer en fait, parce qu'ils sont loin de l'emploi, à leur donner des codes, à leur donner aussi une petite discipline, parce que c'est vrai que travailler dans une entreprise, on n'arrive pas quand on veut, il faut un petit peu de... Et je pense qu'on peut le faire, et je pense que si le gouvernement définitivement s'inscrit dans cette trajectoire, on va rentrer dans une économie de la connaissance, mais pas pour ceux qui sont diplômés, parce qu'ils sont déjà bien diplômés, ils ont la connaissance nécessaire, mais pour cette population. Et de ce fait, la France deviendra un pays très différenciant par rapport à tous nos voisins.
Et je pense que pour moi, c'est une mesure très, très importante. La dernière mesure que je voudrais mentionner, c'est autour de la simplification administrative. C'est un peu un serpent de mer. En France, le gouvernement précédent, avec le ministre Mandon, avait essayé de lancer un tas de réformes. Bon, on ne peut pas dire que ça ait abouti de façon magistrale, mais moi je voudrais vous citer juste un exemple, celui de mon entreprise Prologis. Nous avons repris en 2012 un site industriel au groupe PSA. Il y avait 60 hectares, ancien site de maintenance et de stockage. Nous avons complètement transformé cette friche industrielle. Il y avait à l'époque 800 emplois. On va terminer ce programme en tout début 2021. On vient de signer notre dernier contrat avec un client. On aura 1500 emplois sur ce site. Le problème, c'est qu'il nous aura fallu 8 ans et demi pour arriver là. 8 ans et demi, 11 enquêtes publiques pour en fait valider que ce site, qui était déjà un site industriel, resterait bien un site industriel. C'est absolument, j'allais dire, hallucinant. Il n'y a pas un pays en Europe où ça se passe comme ça. Et je pense que simplifier nos mesures et notre administration en France et toutes les étapes par lesquelles les entreprises doivent passer pour faire avancer un projet, c'est absolument critique. Merci. Merci François. C'est une longue liste déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut compléter cette liste, Benjamin? Oui, bonjour à tous. En fait, moi, je souhaiterais juste insister sur peut-être la politique industrielle. Je crois que ça a été couvert en partie, tu viens de le couvrir, mais ça a été aussi couvert par Pascal Cagny. Peut-être un mot déjà, un constat. La France est attractive pour les investisseurs étrangers. Nous, au fil des années, on est devenu en France parmi les 10 plus grosses filiales au monde pour le groupe P&G. Et peut-être pour donner quelques chiffres, on a 4 sites en France avec 2200 emplois directs et on investit beaucoup en France. Au niveau des sites industriels, à Amiens, on a investi 300 millions d'euros sur les 5 dernières années. On a investi 100 millions d'euros pour la seule année 2019-2020, dont d'ailleurs une partie avait été annoncée par notre PDG au Choose France Summit en janvier dernier. On investit aussi à Blois. Je donne les chiffres, mais c'est plus modeste, mais c'est 10 millions d'euros qui ont été juste annoncés il y a quelques semaines pour l'exercice en cours. On a recruté dans notre filiale en France une centaine de personnes à l'été pour renforcer notre force de vente. Et on a récemment racheté les activités santé grand public de Merck. Et la France est le plus gros pays sur ce rachat, où on a une grosse unité à Dijon. C'est une série de chiffres qui sont positifs. Pas pour être, encore une fois, trop positif, mais pour dire aussi qu'on peut investir et que la France est un marché majeur pour beaucoup de groupes. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette attractivité? Au niveau industriel, en réalité, il y a une bataille culturelle qui reste à mener. Et aujourd'hui, et je pense que le constat a été clair, l'industrie en France ne va pas bien. Or, et c'est pour ça que je voulais le dire, nous, on a 2 sites qui sont ultra compétitifs au niveau mondial. Amiens, c'est le plus gros site de lessive en Europe, et c'est en termes de coût le plus productif d'Europe. Et Amiens, le site d'Amiens, c'est le premier employeur de la ville. Donc, cette espèce de, on va dire, challenge entre emploi et compétitivité peut être résolu. Comment ? On a une qualité de formation, et on le sait tous très bien, qui est exceptionnelle. On forme de très très bons ingénieurs. On doit nous-mêmes, entreprises, créer des ponts avec les écoles pour, encore une fois, créer les opportunités. L'apprentissage, on en parle beaucoup. Je pense que c'est un gros sujet. L'Allemagne le fait très bien. On doit le faire plus, et on doit prendre nos responsabilités sur ce sujet-là. L'image, notamment vis-à-vis des femmes, n'est pas très bon. Il faut féminiser les emplois industriels. Ça passe aussi, et nous on le fait, par un recrutement où on recrute autant de femmes que d'hommes à l'entrée des usines. Et encore une fois, aussi avoir un discours de réalité sur l'industrie structure les territoires. Et il n'y aura pas de 4e révolution industrielle pour un pays s'il n'y a pas d'industrie derrière. Maintenant, pour réussir aussi, il faut faire les bons choix de portefeuille. Ne soyons pas naïfs. Nous, on produit à Amiens nos produits qui sont plutôt à très forte valeur ajoutée. Voilà, je m'arrête parce qu'il ne faut pas être trop long, mais très forte valeur ajoutée, utiliser la formation excellente des jeunes et essayer encore une fois de faire notre rôle d'entreprise pour faire connaître ces métiers. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler un peu de la méthode?
Comment poursuivre ces réformes? À quel point est-ce que le gouvernement devrait accélérer, changer de méthode? Est-ce qu'il le fait déjà? Comment on pourrait améliorer le dialogue social et la méthode de la réforme en France? Pierre-Claude. Oui, bonjour, merci. AVI est un acteur majeur en innovation de santé. On développe des médicaments dans des maladies extrêmement difficiles. Et effectivement, en tant qu'industriel du médicament, en tant qu'industriel de la santé, quand on regarde qu'effectivement l'une des réformes les plus critiques, c'est la réforme du système de santé, de la protection sociale en France, nous sommes évidemment un partenaire privilégié et on est très attaché à ces réformes. Et évidemment, derrière ces réformes, se pose la question de la méthode. Et pour cette méthode, il y a évidemment une ambition, et donc c'est ce que Gilles couvrait en début de table ronde. Mais au-delà de l'ambition, je suis convaincu qu'il faut aller chercher 3 éléments extrêmement forts. Le premier, c'est la concertation, un élément de méthode qui doit faire la différence. Le deuxième, c'est la confiance. Et puis le troisième, c'est la stabilité. Alors pour reprendre quelques éléments sur chacun de ces points, sur la concertation, on n'imagine pas des réformes mises en place sans une discussion, une concertation avec l'ensemble des acteurs et les industriels, les sociétés, le monde privé doit forcément être un acteur très fort. Acteur très fort parce que les réformes nous impactent, donc il est important de les faire en concertation. Et puis en particulier pour notre industrie qui est de fait une industrie transformative, le médicament transforme le système de santé. Imaginez faire une réforme sans concertation avec une industrie qui peut transformer une prise en charge ne fait pas de sens. Je prends un exemple assez simple. On a aujourd'hui, on est en capacité de développer des médicaments qui font passer les patients de l'hôpital à la ville, l'ambulatoire. Et donc effectivement, une transformation du système de santé, ne pas nous associer dans sa concertation ne peut évidemment pas aboutir. Le deuxième point qui est aussi essentiel pour moi et pour nous, j'ai envie de dire, c'est le point de la confiance. On doit être dans un environnement positif. Moi, avant de diriger la filiale française d'AbbVie, je dirigeais la filiale norvégienne. Ce concept de démocratie sociale où les acteurs sont ensemble, s'écoutent, sont pas forcément d'accord, sont parfois complètement divergents, mais dans l'absolu, on se met d'accord sur l'essentiel. Et je pense que c'est un point qui doit être extrêmement fort et qui doit nous animer. Donc ce concept de concertation qui trop souvent, je pense, de confiance, pardon, qui trop souvent nous échappe. Et puis le dernier, c'est la stabilité. On a besoin de prévisibilité, à la fois dans le temps, mais aussi sur les réformes et les mesures qui sont proposées. Je suis forcément en lien avec mes collègues, et la réalité, c'est que en tant qu'entreprise étrangère, filiale d'un gros groupe, on doit faire venir des investissements en France, et donc un cadre qui nous échappe, des réformes qui vont évoluer au gré des changements de majorité ou même des différents plans de financement d'une année à une autre, nous contraint dans notre capacité à faire avancer les choses. Donc la réforme, la méthode doit être aussi celle de la stabilité. Donc voilà, concertation, confiance et puis stabilité. J'ajouterai en conclusion un dernier point. Dans nos boîtes, quand on donne un cap, quand on donne une vision, qu'on écrit une feuille de route avec nos équipes, on met en place des metrics, des KPI, et il est quand même à regretter que ce ne soit pas forcément le cas lorsqu'on met en place ou on pilote une réforme en France. Alors ça devrait changer, en tout cas ça va changer, en tout cas c'est reconnu, puisque le président de la République et le Premier ministre ont complété les équipes ministérielles, les cabinets ministériels récemment d'un conseiller en charge de l'exécution des réformes, donc on devrait pouvoir mettre cette méthode en œuvre. Merci beaucoup. J'ai envie de passer la parole à Tine pour voir si vous pouvez nous donner vos réflexions sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème avec le dialogue social en France? Comment on pourrait améliorer ou associer plus les partenaires sociaux à la réforme? Oui, peut-être d'abord, comme je suis invitée ici à la Sorbonne, je veux quand même commencer par dire que la France a toujours été et est un pays qui se réforme vraiment résolument. Et je vois déjà à l'actuel beaucoup d'initiatives qui démontrent ça. Choose France qui a été située, mais certainement aussi Tech for Good. Donc pour moi, le point, et pour SAP, le point de vigilance
dans ce discours sur le rythme à maintenir est vraiment sur la disponibilité des ressources qui sont capables de driver ce change, les compétences numériques. C'est quelque chose qui se développe bien sûr partout en Europe, qui a un déficit de personnes du capital humain qui est prêt à driver ce changement, cette transformation numérique. Et avec la croissance, cette transformation qui se fait aussi en France en croissance, cette capacité va être l'élément critique pour le changement, je crois. Et donc de là, des initiatives autour de développement de e-skills sur le numérique. D'ailleurs, il y a déjà la base, parce qu'il y a les écoles sur le numérique qui sont de bonne qualité, il y a toute cette dynamisme dans l'écosystème, mais donc le développement de e-skills et un effort commun entre les entreprises, entre les partenaires sociaux et entre le gouvernement sur le développement du STEM, de l'éducation STEM, pour moi, est un élément critique et pour SAP, va aussi faire la différence dans la transformation numérique que nous avons devant nous. Voilà. Justement, je voulais poser une question sur le numérique et on va peut-être rester avec Tine pour ce sujet. Les projets Tech for Good, par exemple, ou AI for Humanity, Oui. est-ce qu'ils renforcent la capacité d'attractivité de la France? Quel est le rôle du numérique dans la réputation de la France et son attractivité? Oui. Sur votre première question, la réponse résolument aussi de mon côté est oui, bien sûr que ça a un impact. Et sur la deuxième, quel est le rôle? Pour nous, le rôle de secteur numérique est vraiment celui du change agent, celui qui est le moteur pour le changement. D'ailleurs, pas seulement Tech for Good, mais certainement aussi Choose France, où j'ai eu l'expérience de rencontrer M. Pascal Lecagny juste maintenant dans ce cadre de ce programme et où SAP continue à développer des activités dans le cadre des investissements importants que nous avons commités en 2018. Oui, ce sont des preuves que la différence peut être faite. Je fais référence aussi au GovTech Summit qui a lieu la semaine passée, où on a parlé de l'action, du plan Action publique 2022, où dans le cadre de ce plan, l'idée principale est géniale de dire, OK, on va créer cette numérisation, on va créer cette transformation digitale du gouvernement qui va accélérer et améliorer les échanges entre les usagers et l'administration, entre les administrations et les business. Ça sont des choses qui vraiment font la différence, certainement dans le contexte d'une économie d'expérience, où cette expérience de l'utilisateur, de la personne, mais aussi de l'entreprise, est vraiment mise en valeur. Et ici, je crois que c'est l'industrie numérique, c'est l'IT qui peut faire le changement, qui peut être le driver, le facilitateur de nouvelles événements, de nouvelles initiatives. Mais je voudrais bien, en représentant d'une société européenne, c'est peut-être pas connu, mais SAP est une société européenne, je veux quand même ouvrir ce contexte hors de la France, car les investisseurs, parce que c'était la question à la base, est-ce qu'on est attractif aux investisseurs? Les investisseurs, messieurs, dames, ne se laissent pas limiter par des frontières de pays. On travaille ici dans une Europe au niveau mondial comme joueur mondial, dans une économie européenne et mondiale. Et de là, je crois que le rôle de la France et l'importance que le président de la France et le gouvernement mettent sur ce sujet européen à l'actuel montrent que toutes les initiatives sont prises au bon échelon. On est vraiment au bon niveau avec les initiatives qui sont prises et donc on va développer vraiment ce marché uni qui va permettre aux investisseurs internationaux de venir en France et de voir le pays comme attractif, mais qui va nous permettre aussi, avec les entrepreneurs françaises, d'aller voir et d'aller se développer dans des autres pays, dans ce marché unifié où tout le monde va bénéficier. Et pour conclure,
le rôle des joueurs d'industrie numérique, d'IT là-dedans, ben c'est vraiment ce change engine parce que nous voyons déjà ce marché unifié et nous avons les outils, les moyens pour vraiment développer cette nouvelle démarche. Oui, ce que je trouve intéressant à titre personnel, c'est le fait que les projets comme Tech for Good ou les événements qui ont lieu à Paris sont une espèce de soft power, en effet, pour la France. C'est non seulement un moyen de renforcer l'attractivité du pays, mais c'est de projeter un autre certaines valeurs de la France. Gilles, est-ce que je peux vous inviter à prendre la parole sur ce sujet-là, numérique, technologie et l'attractivité? Oui, et j'aimerais d'abord rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, Tech for Good, mais aussi Vivatech. Je suppose que beaucoup dans la salle ont visité Vivatech l'année dernière ou les années précédentes. Moi, je me souviens très bien, lorsque les exécutifs d'HPE, c'est une initiative locale de participer à Vivatech, et lorsque les exécutifs d'HPE Monde sont venus, ont visité le salon, ils étaient vraiment soufflés. Il y a une telle énergie, un tel nombre de start-up, d'innovation, de co-innovation. Je crois qu'effectivement, ça fait énormément pour l'image de la France. Ça renforce cette association de la France à un côté innovation, start-up nation très très fort. Donc ça, c'est certainement très très important, peut-être encore plus que Tech for Good, de cette manière auquel nous participons, néanmoins, qui est un événement très très réussi. Moi, j'aimerais parler d'un autre sujet aussi qui était lié à Tech for Good, c'était ce qui était l'intelligence artificielle. C'est un sujet très très important qui va avoir un impact significatif dans les prochaines années sur de multiples aspects de l'économie, de la société, comme on le sait de plus en plus. Alors, la France a vraiment créé le buzz, pour moi, en intelligence artificielle en Europe, avec le plan AI for Humanity, le plan Villani, qui avait le mérite d'une part d'être un très très bon plan, je trouvais personnellement, très large, mais aussi on était un peu les premiers en France à avoir cette vision au sujet de l'intelligence artificielle, et c'est quelque part logique parce que la France a des atouts énormes, les écoles de mathématiciens, les ingénieurs, etc., qui nous mettaient vraiment, pour moi, dans une position très forte. Donc on a su capitaliser cette position, être un peu visionnaire. On a créé le buzz. Je me souviens aussi d'Emmanuel Macron qui était en première page de Wired Magazine. Alors pour ceux qui connaissent, c'est quand même un magazine technologique très connu, très réputé aux États-Unis qui parlait d'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas énormément de dirigeants qui auraient été capables de le faire. Ça aussi, ça a contribué à créer un buzz en France et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a vu beaucoup d'investissements d'entreprises telles qu'SAP d'ailleurs, Facebook, la nôtre, qui ont investi dans des laboratoires de recherche ou qui ont renforcé leurs compétences dans ce domaine en France. Alors là, ce que je trouve aussi très positif avec le plan AI for Humanity ou le plan Villani, c'est que ça continue. On est plutôt dans un mode maintenant d'exécution, de mise en place des différentes actions. Donc ce qu'on voit, c'est finalement énormément, on appelle ça les 3 IA, ce sont des instituts interdisciplinaires au sujet de l'intelligence artificielle. Plusieurs ont été créés, il y a énormément de chaires qui ont été créées également avec un partenariat public-privé. On en cofinance personnellement 2. Et on a mis aussi une puissance de calcul. Il faut rappeler que pour l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de calculs derrière, il faut des algorithmes, il faut de la donnée, il faut du calcul. Ce qui fait que l'intelligence artificielle explose aujourd'hui, c'est que justement on a de plus en plus de données qui sont générées et on a des puissances de calcul qui sont presque illimitées. C'est ça vraiment la nouveauté. Et donc la France est également dotée d'un supercalculateur là, qui est mis en production, qui est un supercalculateur HPE, nous en sommes fiers d'ailleurs. Donc les choses bougent, je dois dire. Par contre, ce qui est clair, et Emmanuel Macron l'a aussi dit, le président de la République à son retour de voyage en Chine, il faut que ce soit aussi une approche européenne. Les investissements, le milliard et demi qu'on met en France dans le développement sur une période de 5 ans, sur le développement de l'intelligence artificielle par rapport à ce que les GAFA peuvent mettre ou ce que la Chine met, on n'est clairement pas dans le même niveau. Il y a des facteurs de différence énormes. Donc il faut une politique européenne, d'autant plus que beaucoup de pays européens ont finalement suivi le leadership de la France. On peut copier ou répliquer en tout cas ce que l'initiative AI for Humanity. Donc il faut plus de coordination au niveau européen. C'est d'ailleurs, et je m'en réjouis, une des priorités de la nouvelle commissaire von der Leyen de mettre un plan d'intelligence artificielle qui sera coordonné, pluriannuel, mais qui aussi prendra l'aspect humain et éthique en considération. Et je crois que ce sera d'ailleurs un des différenciateurs de l'Europe dans ce domaine.
Merci beaucoup. Vous avez tous de l'expérience à l'étranger du business et je voulais vous poser une question sur les bonnes pratiques étrangères. Est-ce qu'il existe de bonnes pratiques dont le gouvernement pourrait éventuellement s'inspirer pour améliorer la compétitivité ou l'attractivité de la France? Benjamin. Déjà, il y a un constat sur des faiblesses qui sont un peu des lieux communs, parce qu'elles sont beaucoup discutées, mais la compétitivité fiscale et l'agilité du marché du travail, pour des sièges mondiaux, ça reste des vraies questions concernant la France. Donc c'en est deux. J'en rajouterai une troisième en faiblesse, c'est l'agilité managériale. Le Forum économique mondial a fait un rapport récent sur justement la compétitivité, et la France sur l'agilité managériale se classe 42e sur 141. Ça donne pas suffisamment de crédit à la qualité des écoles, mais ça donne aussi une indication sur les soft skills qui doivent continuer à être travaillés. Les sources d'inspiration. Pascal Soriot en a parlé, je suis extrêmement d'accord. La rapidité d'adoption des technologies va être critique. Au sein du groupe, chez P&G, comme d'ailleurs pour beaucoup de groupes, la Chine ou la Corée du Sud sont d'immenses sources d'inspiration. Il y a 20 ans, chez P&G, l'innovation venait de l'Ouest. C'était les États-Unis qui nous envoyaient des innovations. Aujourd'hui, l'innovation, elle vient de l'Est, dans un groupe comme P&G. Le e-commerce, l'appétit pour des innovations, la personnalisation de la communication, ils n'ont pas le même environnement législatif, c'est certain, mais au niveau technologique, ils sont leaders. Il faut qu'on le mesure, parce que culturellement, adopter rapidement les nouvelles technologies dans le monde dans lequel on vit, ça va être un catalyseur pour embrasser la 4e révolution industrielle. Et là-dessus, on doit sans cesse s'inspirer, en respectant aussi notre culture européenne. Et encore une fois, je pense que les deux peuvent être conciliables. La deuxième source d'inspiration pour moi, même si peut-être l'Allemagne souffre un peu en ce moment, mais c'est une vraie source d'inspiration sur la maturité du dialogue social, sur la stabilité du cadre, qui fait aujourd'hui de l'Allemagne, de très loin, le premier pays à innover en Europe. Je pense que c'est important qu'on se le dise. On est cousins, on s'observe beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration auprès de l'Allemagne. Et je citerai en dernière source, on est une boîte américaine, mais aux États-Unis, il y a une réforme fiscale qui a redonné beaucoup de compétitivité aux États-Unis, et en termes d'investissement, les sociétés américaines et aussi étrangères réinvestissent beaucoup aux États-Unis. Ça montre à quel point la fiscalité est importante. Néanmoins, et je vais être positif, la France progresse beaucoup. Elle a amélioré sa compétitivité. Parmi les pays du G20, ça fait partie des 3 pays qui ont amélioré leur compétitivité par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre ou au Japon qui stagnent ou régressent. On est dans les top 10 des pays qui créer des nouvelles entreprises avec beaucoup de vitesse. Donc les startups, ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment une vitesse entrepreneuriale en France qui est majeure. Et on garde une attractivité de localisation extrême en termes d'implantation, notamment vis-à-vis de l'Europe continentale. Donc oui, des sources d'inspiration, mais je pense que c'est important aussi pour nous de faire avancer nos forces qui sont clairement là. Et on parle beaucoup de French Tech, de Vivatech. Le gouvernement est aussi très actif avec ce qu'on appelle les French Fab, où en fait ils veulent vraiment pousser l'industrie. Donc j'ai commencé par ça, je finis par ça. Je pense que c'est un élément majeur. On a notre président qui est à Amiens d'ailleurs aujourd'hui et demain. Et je pense que l'industrie, encore une fois, est aussi quelque chose sur lequel la France doit continuer à progresser. Merci beaucoup. Qui veut rebondir sur ces questions? Pierre-Claude. Oui, non, juste pour donner évidemment un miroir international, c'est vrai que c'est toujours bien de s'inspirer de ce qui a fonctionné dans d'autres pays, même s'il y a une vraie accélération et on voit des beaux changements en France. Je pense qu'il y a un sujet qui a permis aux pays nordiques, à l'Allemagne et même à certains pays du Sud de se réformer, c'est de résoudre ce problème de l'État profond. Et ce que j'appelle l'État profond, c'est cet écart entre la vision politique, l'ambition politique et la capacité de l'administration à s'aligner et à vraiment mettre en œuvre les réformes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur le sujet parce qu'on est maintenant à mi-mandat et au-delà des très belles ambitions et des promesses, en partie, puisqu'ils n'ont pas encore mis en œuvre du pouvoir politique, les administrations restent certains sujets bloqués et figés et on a besoin d'avancer.
Oui, et sur ce point-là, c'est intéressant ce qu'a fait le Royaume-Uni dans les années 90 avec le Delivery Unit qu'ils ont installé à Downing Street sous Tony Blair. Et c'était précisément pour essayer de poursuivre les réformes, de vérifier que les annonces, les programmes, les lois, la législation ne restent pas à ce niveau-là, mais est bien mis en place. François, sur la question de bonnes pratiques étrangères. Alors moi, je vais être un peu iconoclaste, mais je pense qu'il faut s'inspirer effectivement des pratiques de nos pays voisins européens. Mais je pense qu'il faut aussi prendre les ressources qui sont chez nous et en fait ne pas renier qui nous sommes. Donc oui, instiller des bonnes pratiques qui viennent de l'extérieur, mais utiliser et mobiliser nos propres ressources. Et Dieu sait si nous en avons dans ce pays. C'est un pays formidable. On a plein d'atouts. On a, comme le disait la présidente d'ING tout à l'heure, on a souvent tendance à s'auto-dénigrer. Et je pense que déjà, si on arrêtait de faire ça, et je pense qu'elle a été applaudie à raison, ce serait déjà une bonne chose. Donc mobilisons nos propres ressources et prenons évidemment ce qu'il y a de meilleur chez nos amis anglais, chez nos amis nordiques ou allemands. Je pense qu'il faut surtout prendre les mesures qui sont proches de nous culturellement. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut mobiliser nos ressources. Si vous allez prendre des bonnes mesures, des bonnes pratiques qui marchent au Japon ou en Chine, je pense qu'on aura du mal à les implanter dans notre pays, parce que ce n'est pas notre culture. Et donc je pense qu'il faut être attentif à cela. Et l'Europe, c'est quand même, les pays européens, ce sont des pays de culture proches de la nôtre, bien sûr différents, mais je pense que c'est important. Tine, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur les références étrangères? Oui, bah, d'abord, entièrement d'accord. Soyons fiers ce qui est déjà fait, ce que nous avons déjà. Un simple exemple, c'est le crédit impôt recherche. Je cherche la date parce que ça m'a été évoqué qu'elle date depuis 83 et le texte a été modifié, adapté pour être effectif à l'actuel et développe vraiment tout ce qui est dynamique des startups dans ce pays, en France. Donc soyons fiers et utilisons vraiment des choses qui sont déjà là, qui sont copiées, qui sont à l'œuvre à l'actuel dans des autres pays européens maintenant qu'on parle. Et de deux, je crois que c'est s'inscrire toutes ces activités, Tech for Good, Choose France, s'inscrire toutes ces choses dans la durée. Oui, avoir des actions qui sont visibles et mesurable, mais aussi dans la durée d'inscrire et de faire en sorte que c'est quelque chose qui nous amènera dans un futur plus long aussi à changer. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste laisser le dernier mot au président de la séance. Il est presque 12h30, mais je pense que... Mais comme je le dirais, moi je voyage effectivement beaucoup aussi, notamment dans les pays nordiques et dans le Benelux, et je confirme ce que tu disais, c'est que la France, et pour l'avoir dirigé aussi la filiale française durant 3 ans, la France a énormément d'atouts. Et de plus en plus, moi je suis très positif, très optimiste sur notre position. Et les chiffres de ce matin le démontrent, malgré tout, il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, malgré tout, toujours sur la simplification administrative, qui est peut-être un peu plus... la lourdeur administrative est peut-être un peu plus forte en France qu'elle ne peut l'être dans d'autres pays, et notamment, encore une fois, la dématérialisation des processus administratifs. C'est quelque chose sur quoi on peut s'inspirer, notamment des pays nordiques. Alors ça fait partie aussi des ambitions de ce gouvernement, mais moi je trouve que l'application notamment qui a été faite aujourd'hui, qui a été annoncée par Muriel Pénicaud cette semaine pour justement le compte personnel de formation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut être en phase avec son époque. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus remplir les papiers, les gens ont une app sur leur téléphone. Et je crois que ça montre la direction dans laquelle on doit aller. Je crois d'ailleurs que c'est une application qui est assez innovante au niveau européen. Voilà. Merci beaucoup. On me fait signe que c'est fini, c'est exactement à l'heure. Je vous remercie d'avoir été à la fois fort intéressant. Ah, 5 minutes? Oh, ok, on a 5 minutes. Benjamin, vous voulez rebondir? Non, mais peut-être on veut finir sur une note optimiste en attendant le ministre, comme ça il sera satisfait de nos commentaires. Mais le marché français pour des sociétés comme les nôtres est jugé comme très difficile par certains. Nous, on le voit comme une opportunité. Et le gouvernement récemment a ajouté une mission à l'entreprise, qui s'appelle la responsabilité sociale et environnementale. Pour des sociétés comme les nôtres, ça résonne beaucoup
avec les exigences du consommateur français, qui étonnamment est l'un des plus exigeants au monde. Mais pour des sociétés comme le nôtre, la France est devenue un marché design, et on innove en France pour ensuite faire voyager les innovations dans le reste du monde. Donc cette exigence française, cette espèce de ambition culturelle, parce que derrière la responsabilité sociale et environnementale, il y a aussi beaucoup de notions culturelles, le social, il y a l'aspect planète qui évidemment est très à la mode en ce moment, mais je le dis avec beaucoup de plaisir, aujourd'hui dans un groupe comme Procter & Gamble, la France c'est le design market, sur tout ce qui est sustainability, green, avec un consommateur qui est en attente de transparence, d'exigence sur les ingrédients. Ça nous re-challenge positivement, et encore une fois, pour porter les couleurs du pays au niveau international, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui naissent ici, et ensuite qui voyagent dans le reste de l'Europe. Voilà ce que j'avais à dire. Pierre-Claude et ensuite François. Non, mais puisqu'on a encore 5 minutes, j'en profite. Objectif, mais c'est bien d'être positif. Après, je pense qu'il faut être objectif pour nos maisons mères. Il n'y a rien de pire que des surpromesses qui ne sont pas exécutées. Et donc l'enjeu, c'est quand même que la puissance politique, le pouvoir politique mettent en œuvre ces belles promesses. Sinon, le retour de Fram, je pense, sera encore pire. Je pense que j'ai été entendu. François, vous avez le dernier mot. Non, très brièvement. En fait, moi, ce qui m'a toujours frappé en France, c'est un pays quand même où il faut quand même le reconnaître. C'est assez facile de pénétrer le pays quand on fait du business et qu'on vient de l'étranger. Et c'est un des pays où finalement c'est le plus facile. Bien sûr, il y a tout un tas d'obstacles, mais vous regardez, les Allemands sont beaucoup plus protectionnistes que nous. Vous regardez les Italiens, beaucoup plus protectionnistes que nous. Vous regardez les Hollandais, ils le sont aussi beaucoup plus. Et en fait, on n'en a pas conscience de ça et on le valorise pas bien. C'est d'ailleurs peut-être un tort parce que ça fait du tort parfois aux entreprises françaises elles-mêmes. Voilà. Merci beaucoup.